En Suède, il existe un terme pour désigner quelqu'un qui est vraiment passionné par les armes. On le qualifie de dick de guerre, si on le traduit littéralement. Alors, ils m'ont demandé, quel est l'opposé de dick de guerre? J'ai répondu, si on le traduit de manière précise et directe, c'est poussi de paix. Quand ils m'ont posé cette question, je savais que si je répondais, cela serait utilisé et je serais probablement désigné par ce terme. Alors, j'ai décidé de l'accepter. Je l'ai revendiqué et, par conséquent, c'est le titre du livre. Pour moi, c'est un terme très positif. Si le monde était rempli de poussis de paix, il y aurait significativement moins de guerres. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, j'ai une conversation avec Agnès Hellström, écrivaine suédoise et militante pour la paix. De 2016 à 2022, elle a été présidente de la Société suédoise pour la paix et l'arbitrage. Cette société est la plus ancienne organisation pacifiste au monde, fondée en 1883. Dans son rôle, elle s'est vivement opposée à l'idée d'envoyer des armes en Ukraine lorsque la guerre a éclaté l'année dernière, maintenant une position pacifiste inébranlable. Ce point de vue a suscité une importante critique des médias suédois. Pour traiter de ses expériences et réfléchir à l'état actuel du mouvement pacifiste, Agnès a écrit un livre. Le livre a un titre provocateur, Fredsfitan, qui se traduit par Peace Pussy en anglais. Actuellement, le livre n'est disponible qu'en suédois. Cependant, un bref résumé rédigé par Agnès est disponible sur notre site web, neutralitystudies.com. Nous discuterons de son livre et de ses expériences au cours de cette conversation. Agnès, merci beaucoup de nous rejoindre en ligne. Agnès, il est clair que tu avais beaucoup à l'esprit. Dans le résumé que tu as écrit pour neutralitystudies.com, tu as mentionné que les mois suivant la guerre en Ukraine étaient nettement pires qu'avant en 2022. Tu as décrit cette période comme la plus difficile de ta vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Tu essayais de fournir une vision plus nuancée et complète des problèmes de sécurité. Cependant, on t'a qualifié de traître qui faisait le jeu de Poutine, n'est-ce pas? Tu avais un mari originaire d'Ukraine et une famille de réfugiés ukrainiens est venue vivre chez toi. Le chaos de la guerre te tenait éveillé la nuit. Pourrais-tu développer cela? Peux-tu partager ce que cette expérience a été pour toi personnellement? Yeah, as you said, it was a really intense period, and I had been the chair of. Oui, comme vous l'avez mentionné, c'était une période très intense. J'ai été président de SPA, notre organisation, pendant près de 6 ans. J'étais censé passer mes 5 derniers mois à préparer mon successeur. Cependant, l'invasion russe de l'Ukraine s'est produite. Notre organisation a toujours été contre le militarisme et le commerce suédois des armes. Donc, lorsque le Parlement suédois s'apprêtait à décider d'envoyer des armes, SPA s'y est opposé. Nous avons suggéré que la Suède devrait jouer un rôle différent dans la guerre. Nous voulions être une voix forte pour la diplomatie et prévenir l'escalade. Malgré nos efforts, la décision a été prise. Presque tout le monde dans la société, ou du moins dans la sphère politique, l'a soutenue. Nous étions l'une des rares voix à essayer d'apporter de la nuance à la discussion. Nous avons rappelé aux gens les lois internationales et le potentiel des armes à aggraver la situation. Nous avons soutenu que nous devrions faire tout notre possible pour nous assurer que ces armes ne rendent pas la situation plus difficile pour les Ukrainiens. Cette position a généré beaucoup d'hostilité. À peu près à la même époque, il y avait une pression intense sur la Suède pour demander l'adhésion à l'OTAN. SPA était également contre cela. En fin de compte, j'ai été l'une des rares voix à plaider pour une approche plus prudente. J'ai souligné l'importance de l'analyse et de prendre en compte l'impact potentiel de s'aligner avec des pays autoritaires comme la Turquie sur la Suède. And as we all see now, Sweden has still not joined NATO because of Erdogan and Turkey. Comme nous pouvons le constater, la Suède n'a pas encore rejoint l'OTAN en raison de la pression d'Erdogan et de la Turquie. Pendant ce temps, ce printemps, mon partenaire, qui est né et a grandi en Ukraine et a déménagé en Suède à l'âge de 12 ans, a aidé une famille par l'intermédiaire d'un ami. Cette famille avait besoin d'aide et a emménagé dans notre sous-sol 10 jours après le début de la guerre. Cette situation a apporté beaucoup de tristesse et de frustration. Dans mon domaine de travail,
Il était décourageant de voir que les efforts pour prévenir la guerre avaient échoué. Nous comprenons tous à quel point il est difficile d'arrêter une guerre et combien de personnes elle affecte. Toute la famille ukrainienne a réussi à rejoindre la Suède. Comme nous le savons, les hommes âgés de 18 à 60 ans n'étaient pas autorisés à quitter l'Ukraine. Ils devaient rester dans le pays. Par conséquent, une partie importante de mon travail consistait à soutenir ceux qui ne voulaient pas participer à la guerre. En Suède, jusqu'au début des années 1900, les hommes qui refusaient de rejoindre l'armée étaient emprisonnés. Donc, pour moi, il s'agissait aussi de défendre les droits de l'homme et de traiter des problèmes qui étaient souvent négligés pendant cette période. Ces problèmes, tels que les droits de l'homme, sont toujours importants. Nous ne devrions jamais cesser de nous préparer à la paix et de travailler pour prévenir de nouvelles situations similaires. Malheureusement, il semble que ces situations se reproduisent toujours et nous souffrons tous des guerres qui se déroulent dans le monde entier. Yeah, wars that are made. I think another colleague of mine always reminds us that wars don't just Oui, les guerres sont créées. Un de mes collègues nous rappelle souvent que les guerres ne se produisent pas spontanément, elles sont créées. Elles sont le résultat de tensions croissantes entre différentes parties. Habituellement, il y a des groupes qui prônent la guerre et d'autres qui prônent la paix au sein de chaque État. Le plus souvent, ce sont les partisans de la guerre qui l'emportent. En tant que personne qui dirigeait une organisation vieille de 125 à 130 ans lorsque vous avez pris les rênes, une organisation qui avait survécu à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, et qui avait maintenu une position pacifiste forte, en croyant que les armes ne font qu'exacerber les situations, ce qu'elles font toujours. Il est facile de regarder en arrière, 50 ans plus tard, et de comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi en raison de la spirale croissante des événements. Cependant, dans l'ardeur du moment, les émotions obscurcissent souvent notre jugement. Est-ce que l'histoire de travailler pour une organisation aussi ancienne vous a aidé à trier la propagande de guerre qui a commencé à nous entourer? Ou, au contraire, est-ce que cela a rendu les choses encore plus difficiles? Y avait-il des membres qui soutenaient que nous devions nous impliquer, que nous devions envoyer des armes? Quelle a été la réponse interne au sein de l'organisation? What happened inside the organization? No, actually, inside the organization, the members were really supportive. Non, en réalité, au sein de l'organisation, les membres étaient très solidaires. Il y avait des membres d'il y a environ 30 ans qui ne faisaient plus partie de l'organisation. Ils avaient une opinion différente. Cependant, l'organisation elle-même bénéficiait d'un fort soutien et l'histoire était très importante. C'était important pour moi et je crois que c'était aussi important pour les membres. Lorsque j'ai écrit le livre à ce sujet, j'ai utilisé des exemples du passé. Ces exemples servaient de rappel de ce que je cherchais à atteindre et des périodes difficiles qu'ils avaient endurées. Par exemple, nous avions un président ou un président en Suède dans les années 50 et 60. Il était auteur comme moi et s'opposait à la présence d'armes nucléaires sur le sol suédois. On l'accusait de traître et de servir les intérêts des communistes. Malgré cela, il n'a pas abandonné et les plans visant à amener des armes nucléaires en Suède ont été contrecarrés. Ils ont changé d'avis et nous n'avons jamais eu d'armes nucléaires. J'ai utilisé des exemples comme celui-ci dans mon livre et aussi dans ma vie personnelle. Il a écrit un livre intitulé « La lutte pour la paix » qui a été publié dans les années 70. Il inclut un exemple de la Seconde Guerre mondiale. Il décrit une situation où les émotions prennent le dessus et tout le monde commence à penser de la même manière, en prenant la guerre et les bombardements. L'organisation SPA était la seule à cette époque à s'opposer à l'envoi d'armes en Finlande. C'était la dernière fois que la Suède décidait de soutenir un camp dans un conflit armé avec des armes. Last time Sweden decided to support one part in an armed conflict with arms. So 1940. Yeah, exactly. So I think it was 39-40 and En 1940, oui, exactement. Je crois que c'était vers 1939 à 40. La Suède l'a mis en place pendant une période relativement courte et a décidé de l'arrêter en cours de route, ce qui, selon moi, pose également problème. Le soutien armé a souvent tendance à cesser pendant sa phase la plus difficile. Pour moi, cela a également été influencé par Sutenä, qui a écrit un roman.
Je ne suis pas sûre du titre en anglais, mais c'est quelque chose comme Poser les armes. Ce livre a connu un succès mondial, et elle a été une figure importante du mouvement international pour la paix. Elle a joué un rôle crucial dans le développement du droit international et des Nations Unies à long terme. J'ai fréquenté un pensionnat, et ma famille appartient à la classe supérieure suédoise. J'ai été élevée parmi des personnes ayant des voix fortes et des opinions fermes. Cependant, j'ai appris que leurs opinions ne sont pas plus précieuses que les miennes. Leur savoir n'est pas supérieur simplement parce qu'ils l'expriment bruyamment. Donc, quand tout le monde me criait dessus, me disant que j'avais tort, que les spas devraient changer de position et que nous étions des traîtres, je sentais que quelque chose n'allait pas. Quand les gens vous crient dessus, c'est probablement parce que vous êtes sur quelque chose. Cela a été mon principe directeur tout au long de cette période. Plus les gens se mettent en colère contre moi parce que je suis la seule voix féminine, plus je crois que je dois être sur quelque chose. Sinon, cela ne serait pas perçu comme une menace. Le voyage a été incroyablement difficile pour moi, et j'étais épuisée lorsque j'ai démissionné ou lorsque mon mandat a pris fin. Mais je suis fière de ne pas avoir abandonné. Félicitations pour cela, car cela demande beaucoup de courage. Vous avez tout à fait raison. Lorsque les gens insistent pour que nous nous excusions de ne pas vouloir la guerre, nous réalisons que quelque chose ne va pas. C'est similaire à quand les gens argumentent que peut-être le génocide est nécessaire cette fois-ci, ou peut-être avons-nous besoin d'utiliser des bombes. Chaque fois que ces discussions ont lieu, il est crucial de revenir à nos principes, ce que vous avez fait. Est-ce que quelqu'un vous a vraiment traité de l'âge de la paix? Est-ce que cela s'est réellement produit? Pouvez-vous fournir le contexte? En réalité, j'ai été interviewée, dans une émission politique suédoise. On m'a demandé le contraire d'un terme utilisé en Suède pour désigner quelqu'un qui est vraiment passionné par les armes. Ce terme, traduit, est « dick de guerre ». On m'a demandé quel serait l'opposé de « dick de guerre ». J'ai répondu que si on le traduisait directement, ce serait « poussi de paix ». Je savais que si je disais cela, cela serait utilisé et on me désignerait probablement par ce terme. Alors, j'ai décidé de l'embrasser. C'est pourquoi le titre de mon livre est « Poussi de paix ». Pour moi, c'est un terme très positif. Si le monde était rempli de « poussis de paix », il y aurait beaucoup moins de guerres. Je voulais créer une confusion chez le lecteur. Au début, il pourrait penser « Oh mon Dieu, est-ce qu'on l'a appelée comme ça? C'est tellement mauvais ». Mais ensuite, il réalise « Non, elle est une poussie de paix et elle s'appelle fièrement ainsi ». That's what makes you an activist, because you think politically and not just analytically and so on. C'est ce qui fait de toi un activiste. Tu penses politiquement, pas seulement analytiquement. Tu réfléchis à la manière d'utiliser ton identité. Par exemple, je suis gay et je pense constamment à comment l'utiliser. Chaque fois que je le peux, j'aime dire aux gens que la seule fois où j'approuve les hommes qui tirent sur d'autres hommes, c'est quand ils sont au lit. Mais cela pourrait sembler encore pire. Tu soulèves un bon point. Une grande partie de cette rhétorique vient encore des hommes. Cependant, nous avons également vu dans cette guerre comme les femmes peuvent jouer un rôle très destructeur. Elles se comportent exactement comme les hommes que tu as décrits. Ce cycle est encore alimenté par les rôles qu'Ursula von der Leyen et certains haineux accents aigus conservateurs aux États-Unis jouent. Maintenant, recentrons un peu notre attention. Ton mari ou partenaire est originaire d'Ukraine. Comment as-tu vécu ce qui se passait dans son pays, et entre la Russie et l'Ukraine? Tu dois être conscient de l'histoire complexe sur laquelle ce conflit est basé. Quelle aurait été, selon toi, la meilleure ligne de conduite à adopter? What was your conclusion of what would have been the best thing to do? Well, I think it's a very hard question. I think it's both me and my partner husband. Il s'agit d'une question difficile. Mon partenaire et moi, que je devrais appeler mon mari puisque nous sommes mariés, sommes profondément impliqués dans les questions de paix et les normes de masculinité.
Il était président d'une organisation suédoise faisant partie de Men Engage, un réseau international. En Suède, avant le déclenchement de la guerre, la rhétorique était alarmiste, remettant constamment en question quand la guerre éclaterait. La façon dont les gens discutaient du conflit était préoccupante. Par exemple, les tentatives de Macron de parler à Poutine étaient ridiculisées. Le sentiment dominant était que pour être un vrai homme, il fallait menacer de violence, car c'était le seul langage que Poutine comprendrait. Cette rhétorique était prévalente non seulement en Suède, mais aussi parmi les pays membres de l'OTAN et l'ensemble du monde occidental. À mon avis, c'est la pire façon de gérer une situation qui s'aggrave. Cela ne fait qu'humilier la personne en Russie, en les poussant à réagir. La plupart des gens réagiraient de manière similaire lorsqu'ils sont poussés de cette manière. Mon livre et mes histoires se concentrent principalement sur ce qui s'est passé en Suède et sur ce que je pense que la Suède aurait pu et aurait dû faire différemment. Je suis fermement convaincu que nous aurions dû investir davantage dans des outils non militaires. More in the non-military like tools. If we did that a long time ago, when the Soviet Union was like. Si nous avions agi il y a longtemps, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, nous aurions pu créer un monde différent. C'est là que réside la force de Space. Nous savons ce qu'il faut faire pour empêcher les conflits de dégénérer en violence. Cependant, nous ne recevons jamais les investissements nécessaires. Ces dernières années, la Suède s'est davantage concentrée sur l'expansion militaire et le renforcement de nos frontières. Pendant ce temps, les fonds destinés à investir dans les personnes et à assurer leur sécurité, ou sécurité humaine, ont diminué. Pour moi, c'est le travail préventif que nous devons faire constamment. Lorsqu'une guerre éclate, comme c'est le cas maintenant, nous abandonnons tout ce travail et régressons de plusieurs décennies en termes d'égalité et d'autres aspects. Avant le début de la guerre, nous avons longuement discuté de la nécessité de désescalade et d'apaisement des tensions, comme amener Poutine à se détendre, afin d'éviter la guerre. Nous croyions en la tenue de réunions aussi nombreuses que possible et en évitant l'escalade. Cependant, une fois que la guerre a commencé, notre attention s'est portée sur des préoccupations personnelles. Le meilleur ami de mon partenaire était à Kiev et nous avons perdu contact avec lui. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de lui, nous craignons donc qu'il soit mort. Notre principal objectif pendant les premières semaines, voire les premiers mois, était de rester en contact avec les personnes que nous connaissions en Ukraine et de les soutenir de toutes les manières possibles. Cela incluait les aider à venir en Suède ou leur fournir les informations nécessaires. C'était notre priorité à ce moment-là. How would you have wished that this ended once it started? Comment auriez-vous souhaité que cette situation se termine une fois qu'elle a commencé? Nous savons que la guerre a éclaté, mais elle aurait pu être évitée. Rien n'était inévitable à ce sujet. La guerre aurait pu être évitée grâce aux discussions dont vous avez parlé. Nous savons que les Russes étaient ouverts à ces pourparlers. Nous savons également que les Russes voulaient promouvoir les négociations, même s'ils devaient le faire avec une présence militaire. Cela peut sembler injuste, mais c'est acceptable. Une fois que la guerre a commencé, qu'espériez-vous des actions de la communauté internationale pour arrêter ce massacre? Maintenant, c'est une situation brutale. C'est comme la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale où les deux camps essaient de tuer autant d'ennemis que possible. C'est absurde que cela se produise en 2023. Cependant, la guerre était légèrement différente lorsque vous étiez dans l'organisation de paix. Quelle était votre vision de la manière dont cela aurait dû être géré? Peace organization. What was your vision for how this should go down? Well, actually, the first night they were talking a lot. En réalité, lors de la première nuit, ils ont discuté du fait que les soldats russes ne savaient même pas qu'ils allaient partir en guerre. Ils pensaient participer à une sorte d'entraînement. Cela m'a fait réfléchir, et si nous pouvions les encourager à refuser de combattre? Cela pourrait potentiellement mettre fin à la guerre instantanément. À l'époque, je n'avais aucune suggestion concrète sur la façon de mettre fin à la guerre. Cela me semblait trop énorme pour proposer autre chose que d'essayer d'arrêter la violence.
Nous devions entamer un dialogue pour mettre fin à la violence. C'était la première étape pour garantir que les civils ne seraient pas blessés et pour stopper la violence. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. J'ai pensé à soutenir tous ceux qui ne voulaient pas utiliser les armes, des deux côtés, mais surtout les Russes. Si nous pouvions convaincre tous les soldats russes de refuser de combattre, de dire qu'ils ne voulaient pas de ça et de simplement partir, alors il n'y aurait pas de guerre. Cependant, en Suède, la discussion sur cette question manque de nuances. C'est très binaire, ce qui me touche profondément. A nuanced discussion about this. It's really, really black and white. It's if you even talk about the diplomatic tools and that we have to can never stop. Discuter des outils diplomatiques et de la nécessité de maintenir le dialogue avec Poutine, quelles que soient ses tendances dictatoriales, conduit souvent à des accusations de prendre parti pour lui. Cela m'a malheureusement rendu plus prudent dans mes paroles. Je ressens maintenant le besoin de bien comprendre un sujet avant d'en discuter. Mon expertise ne réside pas dans la résolution des guerres, même si j'aimerais pouvoir proposer une solution. J'aimerais pouvoir proposer une action qui conduirait à la paix, à la liberté pour le peuple ukrainien et à une démocratie forte. Cependant, je peux voir comment la situation pourrait s'aggraver plus la guerre se prolonge. Même si la paix est atteinte, que deviendra la démocratie en Ukraine ? Et que dire des personnes qui ont été blessées ? J'ai entendu dire que 15 000 personnes ont eu des membres amputés. Je pense aux hommes qui ne reviendront jamais, et à la violence qui les suivra chez eux après la guerre, affectant leur famille. Je n'ai pas de solution, seulement des craintes. Ces derniers temps, je me sens très triste, surtout compte tenu des récents événements en Israël et en Palestine. Je crois fermement que la violence doit cesser. Je ne peux plus le supporter. Comment pouvons-nous permettre que cela continue? I can't stand this anymore. It's how can we let this happen? Same here, So- same here. Moi aussi, moi aussi. Peut-être une dernière question pour ce segment. Comment gérez-vous cela, plus précisément? Comment faites-vous face à la situation en Israël-Palestine? Émotionnellement, je trouve difficile de regarder ces images. Il est également bouleversant de savoir que ce conflit dure depuis 75 ans et ne fait qu'empirer. Les Palestiniens tuent des Israéliens, et les Israéliens tuent 100 fois plus de Palestiniens. Cela se produit en tant que politique délibérée. Ce cycle de violence est alimenté par une haine intense. Pour une raison quelconque, ces partis ne parviennent pas à s'en sortir. Parfois, c'est dû à la politique, d'autres fois, c'est dû à la dynamique de groupe. Avez-vous une méthode pour faire face à cela en interne? Well, I lost my father when I was 5. He died when we lived in Mozambique. Eh bien, j'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans. Il est décédé subitement alors que nous vivions au Mozambique. Cela a été la plus grande crise et la source de chagrin que j'ai portée avec moi depuis lors. Cependant, cela m'a également donné une perspective unique sur l'espoir et le bonheur. Je tiens ces sentiments près de moi car je sais que je peux tout perdre à tout moment. En conséquence, je suis devenue très douée pour me concentrer sur les petites choses de la vie qui me procurent de la joie. Par exemple, avoir un foyer, me battre pour les choses auxquelles je crois, publier mon livre et pouvoir en parler. Je n'ai pas peur, même si peut-être je devrais l'être. Je ne sais pas, mais je n'ai pas peur. Pour moi, la paix est un processus actif, quelque chose que l'on fait tout le temps. Elle se reflète dans la vie que l'on mène et dans la manière dont on traite les gens. Alors, j'essaie de créer la paix à ma manière, aussi petite soit-elle. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. Quand je pense à l'ensemble de la situation, je me sens assez triste ces dernières semaines. Cela affecte mon sommeil car on dirait que les problèmes ne finissent jamais. J'ai eu cette idée, qui a commencé comme une blague mais est devenue un concept sérieux. L'idée est de créer un village avec des règles strictes, pas d'armes, pas de violence. Toute personne qui souhaite rejoindre ce village devrait accepter de communiquer de manière non violente et de contribuer à construire une société telle que nous la voulons. L'espoir est que de plus en plus de personnes voudraient rejoindre et qu'à terme, cela pourrait devenir l'ensemble de la société. Je ne prévois pas de commencer ce village cette semaine, mais c'est un concept qui est toujours dans mon esprit. Je crois que je dois vivre d'une manière qui reflète ma vision du monde.
C'est ma façon de faire face à cela. The way I think the world should be. So that's my way to deal with it.